Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. J'aimerais bien vous annoncer un magnifique rallye de Noël. Cependant, là, ça semble plutôt compliqué. Les attentes sont contrecarrées pour ce rallye de Noël. On a le Bitcoin qui est censé, donc les cryptos, vous le verrez, qui est censé être ça y est, en zone de surchauffe à court terme. Et on s'attend juste à une chose, c'est que ça pète vers le sud. On a les indices boursiers qui, eux, ont pété à très court terme vers le sud. Donc là, en gros, on va avoir accès au grand scénario qui est le scénario instant de vérité. Le moment est venu de voir si le signal de marché baissier qui a été lancé au mois de septembre sur la globalité des indices boursiers américains va être validé, puisque l'intensité de la baisse à laquelle on va assister au cours des prochaines semaines va définir toute la dynamique de l'année 2023 voire 2024. Donc là on est vraiment sur un moment qui est charnière. Si vous ne savez pas ce qui va... Les attentes de 2023, de mon point de vue, elles dépendent vraiment de ce qui va se passer à très court terme sur les indices boursiers là maintenant, et ça va évoluer de concert avec le marché des cryptos, puisque quand les liquidités se retirent, elles ne se retirent pas juste d'un marché, c'est de l'ensemble des actifs à risque que les liquidités se retirent. Donc regardez attentivement cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu mieux visuellement de quoi je veux parler, et je pense que comme ça vous permettra au moins de protéger à minima vos portefeuilles, votre patrimoine pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Analyse du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin, ça y est, on a retracé la moitié de ce chandelier. C'est un scénario dont je vous parle depuis pas mal de temps. La moitié de ce gros chandelier, on pourrait l'appeler le chandelier FTX. D'ailleurs, celui-ci, historiquement, je pense que tout le monde l'appellera le FTX. Donc, le FTX ici, on a retrace par le haut de 50%, la moitié du chandelier. Ce genre de chandelier, je le rappelle, mais en analyse technique, on définit une énorme résistance en plein milieu. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en plein milieu, ça coïncide avec la figure chartiste de consolidation. On avait un support qui est devenu résistance. Donc là, vous voyez que cette semaine, on a été chercher avec une grande mèche très haut et hop, on est revenu consolider vers le bas. Donc là, ça voudrait dire que l'effet rebond, donc suite à la semaine FTX, voilà, le potentiel de rebond a été épuisé et qu'à court terme, on risque d'assister à une nouvelle vague d'ampleur à la baisse. Donc on peut aller voir en journalier ce qui se passe. Donc en journalier, alors je vais vous supprimer du coup tout ce qui ne sert plus à rien. Hop. Donc en journalier, on va avoir une figure de retournement qui va se mettre en place là. Et si on la casse, alors j'essaie de vous dessiner le scénario. Là, on a une figure de retournement qui devrait se former. Et si on a une cassure, donc typiquement épaule, tête, épaule, un triangle, peu importe. L'idée, c'est qu'on définisse un pivot qui est tapé à plusieurs reprises et ensuite une cassure de ce pivot. Là, si on casse ce pivot, ça voudra dire très probablement une forte accélération. Et l'amplitude de cette accélération, à court terme, d'un point de vue chartiste, on reprend tout simplement la dernière ampleur, la dernière amplitude, et puis on la reporte par rapport au plus haut. Voilà, vers le sud, ce qui nous donnerait des objectifs autour de 12 700 sur les contrats futures Bitcoin, et sur les unités de temps supérieures, on a la zone de support autour des 10 000 qui correspond à cette accélération baissière. Donc là, concrètement, je pense qu'on va avoir quelques jours, voire 2-3 semaines, peut-être 2 semaines avant qu'on ait une cassure. Mais au-delà des 2 semaines, si on casse vers le bas, très probablement, ce sera lancé par un nouveau défaut, un nouveau zombie qui sort du placard, un cadavre qui sort du placard, qui tombe. Bam! Ah, il y a ça, il y a une nouvelle faillite, il y a de la nouvelle régulation à mettre en place. Et c'est marrant, j'ai écouté un podcast récemment qui disait que pendant les phases de hausse, là, pendant tous ces cycles haussiers, personne ne veut que le Bitcoin et les crypto-monnaies soient régulés parce que tout va bien, tout le monde s'enrichit. Donc non, on ne veut pas de régulation. Et pendant les phases de baisse, tout le monde veut que ce soit régulé parce qu'on veut stopper l'hémorragie, on veut recoudre et suturer la blessure. Donc on veut de la régulation. Là, tout le monde réclame de la régulation. Donc c'est assez marrant, les deux psychologies, comme elles sont symétriquement inversées. Je voulais aussi vous parler rapidement de l'Ethereum qui est dans une situation qui est moins moche pour le moment que le Bitcoin. Je pense que certains ont mal compris et interprété ma vision des choses la semaine dernière quand je vous dis que
l'Ethereum est moins moche, ça veut tout simplement dire que si l'Ethereum casse à la hausse, cette figure, ce qui est fortement improbable, hein, si le Bitcoin pète à la baisse, l'Ethereum lui va casser à la baisse et va se retrouver au placard, hein, va se retrouver à terre. Par contre, si l'Ethereum casse à la hausse, ça voudra dire implicitement que le Bitcoin n'a pas baissé, qu'il est en train de construire à très court terme un point d'inflexion et qu'il sera lui aussi en train de casser à la hausse. Cependant, il sera dans une configuration qui sera moins pertinente à court terme que l'Ethereum. Donc voilà, ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière et qui n'ont pas bien interprété, ou en tout cas je me suis peut-être mal exprimé, voilà, je tente de mieux présenter la situation pour que ce soit mieux interprété. Donc voilà pour le point crypto. Alors cette semaine, ça va être Noël. C'est le moment où tout le monde se fait des beaux cadeaux. Donc si vous êtes inscrit à ma newsletter privée, le lien est en description, eh bien je vous enverrai de quoi vous faire un très beau cadeau. Donc tout ça sera uniquement communiqué pendant cette semaine dans la newsletter. Donc si vous n'êtes pas inscrit, le lien est en description. Allez, je profite de cette fin d'année pour faire un petit point sur l'euro-dollar. Donc là, on est sur du trimestriel. Donc c'est vraiment une analyse à extrêmement long terme, une analyse qui est cyclique. Donc vous voyez, hein, avant 2000, toute cette partie, c'est juste un panier de devises qui a été reconstitué contre le dollar, hein, qui représenterait l'euro. Et après, c'est la réalité de l'euro face au dollar. Donc vous le voyez, je vous ai dessiné ici un espèce de biseau descendant. Donc on aurait pu très bien dessiner aussi un canal baissier, peu importe. L'idée, c'est que le flux, comme ça, il soit fortement baissier. Au sein de ce biseau descendant, on a eu une figure de stabilisation, donc un triangle qui a été cassé pendant le deuxième trimestre de l'année 2022. On a été chercher relativement bas. On a un effet élastique, un effet de rebond, hein. Vous savez, les bourses ne montent jamais jusqu'au ciel ou ne descendent jamais sous terre en ligne droite. Il y a toujours de la volatilité des événements en milieu de parcours. Donc là, on a défini un plancher autour des 0,95. On est en train de rebondir sur ce dernier trimestre de l'année 2022. Et vous voyez que le rebond, il est en train de se faire actuellement vers une zone de résistance. Pourquoi c'est une zone de résistance? Parce que tout simplement, le dernier support était sur cette zone, hein. Un endroit où on est venu rebondir et il a été cassé. Deuxième chose, on a cette figure ici en triangle où le pivot ici servait de support qui a été cassé lui aussi. Donc on a une double zone de convergence de support qui est devenue résistance. Donc là on est en train de revenir sur cette zone là. On peut très bien aller chercher plus haut, hein. On peut très bien aller chercher le haut du wedge, mais derrière il va falloir vraiment consolider avant de pouvoir espérer que l'euro reprenne des forces, s'il reprend des forces derrière, parce qu'on peut très bien continuer vers le sud, hein. Donc le scénario baissier, le scénario haussier, en tout cas à court terme, vous voyez que cet effet de rebond là, il a des limites, on arrive sur ces limites et on va descendre sur les unités de temps inférieures pour voir un petit peu ces limites. Donc là vous voyez, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois où l'euro est en train de rebondir. Et là, on va arriver ici sur la zone de résistance. Donc là, ça commence à se gâter à court terme, hein. Le potentiel de rebond sur l'euro-dollar devient beaucoup plus compliqué. Et pareil, en hebdomadaire, on a carrément ici une grande mèche qui est venu chercher cette zone de résistance. Et là, potentiellement, ça voudrait dire qu'à court terme, on est vraiment en zone de surchauffe. Donc là, on va commencer à dessiner ce qu'on appelle une figure en sommet. Et si on la casse par le bas, ça voudrait dire tout simplement qu'on aura un signal à nouveau de renforcement du dollar face à l'euro. Donc, affaire à suivre. En tout cas, on est vraiment sur une zone de surchauffe, hein, de l'euro. Donc si vous hésitez vous avez beaucoup de cash et vous hésitez entre garder des euros ou convertir une partie de vos euros en dollars, c'est peut-être une bonne zone ici pour commencer à convertir quelques euros vers du dollar.
Peut-être pas tout, hein, mais c'est des questions à se poser, hein. Moi, personnellement, c'est les questions que je me pose. Combien est-ce que je convertis de mes euros vers du dollar pour mes positions cash, sachant que le dollar est quand même très très bien rémunéré. Je pense qu'on doit être autour de 4%, entre 4 et 4,5% pour des obligations qui sont extrêmement peu volatiles, hein, de quelques mois à un an sur le dollar américain, alors que sur la zone euro, l'obligataire à court terme, hein, qui est peu volatile et peu risqué, entre guillemets, peu risqué, sauf s'il y a un défaut, hein, de l'euro, eh bien, il y a les rentabilités, je pense qu'elles doivent être inférieures à moins 1,5%. Donc, ça peut faire sens, hein, de convertir une partie de ces euros vers des dollars pour avoir de la rémunération sur des positions cash à horizon quelques trimestres. Parce que là, l'euro a bien rebondi, on est sur une zone de résistance et le flux long terme, je vous le rappelle, hein, le flux long terme, il reste quand même vendeur, c'est-à-dire que le potentiel de hausse, hein, de l'euro face au dollar, il est quand même limité, on va dire, à un maximum. Ici, si on devait remonter en ligne droite, autour de 1,15, hein. Et la remontée en ligne droite, elle me semble vraiment très compliquée. Parce que là, on a une zone très forte de résistance et elle est... Et en Europe, il est en train de se passer ce qui se passe en Europe. Je ne vais pas rentrer dans les fondamentaux et dans les risques de l'Europe et de la politique de la Banque Centrale Européenne. Sinon, cette vidéo va être trop longue et c'est une vidéo qui a vertu à se concentrer uniquement sur l'analyse technique. Il y a plein d'autres chaînes YouTube qui font bien mieux que moi, qui feraient bien mieux que moi si je devais commencer à parler des fondamentaux de l'économie. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Petit point rapide sur le gold coté en dollars. Donc on l'a vu, hein, l'euro face au dollar est sur une zone de surchauffe. Donc très probablement le dollar risque de rebondir. D'ailleurs le dollar, hein, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, il est où le dollar? Il est là le dollar. Il est sur une zone de support. Donc une réaction, hein, de rebond à court terme. Qu'est-ce que ça va engendrer? Sur le gold, ça va engendrer tout simplement au moins à minima une correction comme ceci. Et donc ça nous dessinerait ce qu'on appelle une épaule. Alors, une épaule, tête, épaule inversée. Ce qui, en analyse technique, est une figure de retournement, un point d'inflexion. Donc, cette situation baissière, si on avait cette épaule, tête, épaule inversée et qu'on cassait vers le haut, ça pourrait être eh bien, tout simplement le top départ, hein, du nouveau bull market, ce qui engendrait, sur l'or, hein, ce qui engendrerait ici une cassure. Donc, on aurait une première cassure ici, une deuxième cassure ici, et puis là, la zone d'extension, hein, de la tendance sur l'or, quelle que soit la devise cotée face à l'or. Puisque pour le moment, en tout cas, le dollar est vraiment la devise qui se renforce face à l'ensemble des devises à travers le monde. Et l'or arrive à bien maintenir, hein, ces niveaux, malgré que l'or contre le dollar soit censé prendre sa raclée comme le dollar, toutes les devises face au dollar. Donc voilà pour le scénario de l'or coté en dollars. Analyse du SP500 avec cette semaine un fait marquant, donc l'instant de vérité, le grand moment est venu. Vous le voyez ici, alors on est sur un graphique en journalier, hein. Vous voyez cette trendline là, en oblique là, elle sert de résistance une fois, deux fois, trois fois. Là on est arrivé dans la zone quatrième fois, hein, c'est la quatrième fois que ça sert de résistance. Donc cette histoire de résistance, hein, sur cette trendline, on aura beau dire ce qu'on veut, hein, pour tous ceux qui n'aiment pas l'analyse technique, c'est quand même extrêmement bizarre que sur un niveau très précis, les cours butent et n'arrivent pas à passer ce niveau-là. Donc là, on a clairement un scénario qui est baissier tant qu'on reste en dessous de cette trendline, de ce support, hein, descendant, de cette résistance descendante, et on peut repasser psychologiquement dans une tendance beaucoup plus optimiste si on passe au-dessus, hein, de cette trendline baissière. Donc là actuellement ce qui s'est passé, hein, eh bien c'est qu'on est arrivé sur cette trendline, on a dessiné une figure de retournement en sommet. Alors certains l'appelleront une épaule, tête, épaule. D'autres appelleront ça un élargissement. Vous voyez que le premier sommet, le deuxième et le troisième sommet sont de plus en plus hauts, hein. Je peux vous dessiner l'élargissement comme ceci. Bref, peu importe, un triple sommet. L'idée, c'est qu'ici, on a un point d'inflexion qui s'est formé, une figure de retournement, et elle a été cassée avant-hier. Et hier, on a validé ce signal avec une nouvelle séance de baisse sur le SP500. Donc,
Ça implique deux choses. À très court terme, on a un objectif chartiste qui est défini par l'amplitude de cette pattern, hop, qu'on reporte par rapport ici au pivot, ce qui nous donne à très court terme un objectif qui n'est pas entre guillemets extrêmement baissier puisque voilà, ça reste du court terme. On est dans une logique de partie de ping-pong entre le sud et le nord. Là, le nord renvoie la balle vers le sud. Là, l'objectif chartiste, c'est milieu de filet. Hein. Vous voyez qu'entre ces deux bornes, là, entre la borne haute et la borne basse descendante, hein, ce qu'on appelle un énorme biseau, on serait pile poil au milieu. Ensuite, une fois qu'on aura atteint ce milieu, ça peut aller plus bas. On peut aller chercher le support horizontal, puis ensuite le support oblique hein, qui nous permet de dessiner hein, cet énorme biseau. Donc vous voyez que là, on est reparti dans simplement dans une dynamique à court terme hein, avec un flux descendant, un flux baissier. Donc ça, c'est le premier constat de cette semaine, c'est qu'on change de polarité. La deuxième chose, et c'est là où je tiens à mettre un petit peu tout le monde en alerte, c'est que je vais passer sur l'unité de temps en mensuel. Rappelons hein, qu'on a toujours ce signal de marché baissier là qui a été lancé mais qui n'a pas été validé par un mois, par une bougie mensuelle qui a clôturé en dessous. Mais ce signal ici de marché baissier tel qu'on l'a vécu une fois là en février 2001 et une fois là ici hein, en juin 2008, bah, il est toujours... Hop là, il est toujours... alors, le graphique a sauté... Il est toujours présent. Et comme je l'ai expliqué hein, au cours des dernières semaines et des derniers mois, tant que on n'aura pas au moins en mensuel dessiner ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire alors un pivot en mensuel, ça va être quelque chose comme ceci, avec là on aurait le premier creux, là on sera en train de dessiner le deuxième creux, et là on aurait une cassure. Donc, si on commence à dessiner quelque chose comme ceci et qu'on casse en mensuel, là, clairement, ce signal-là de baisse, il est invalidé. Là, actuellement, on n'est pas du tout encore dans ce scénario. Là, on est en train de lancer le deuxième creux. Le problème, c'est que ce deuxième creux-là qui est en train d'être lancé, c'est pas dit que ce soit un vrai creux. C'est-à-dire que si on commence à partir là, vers le bas, et qu'ensuite on casse, bah là, le signal de marché baissier qui nous a été proposé en septembre 2022, il sera validé en début d'année 2023 et là, on pourra assister à un vrai marché baissier. Donc là, entre guillemets, j'ai titré cette vidéo l'instant de vérité, le moment est venu parce que tout simplement, c'est cette vague là qui est en train d'être lancée qui va nous donner le tempo des prochains trimestres. À savoir que si cette vague, elle s'arrête rapidement, alors soit sur le support ici, soit un petit peu avant, comme on l'a vu en journalier, hein, à mi-chemin, et qu'ensuite on rebondit, qu'on casse par le haut, là on pourra se dire, ok, le signal de marché baissier qui a été lancé au mois de septembre, c'est bon, on l'oublie, et en trimestriel, je vous rappelle, je vous ai proposé ça la semaine dernière, on est dans le scénario numéro 1, à savoir, on rebondit sur la zone de support actuelle, et on est toujours dans un bull market, hein. Et on continue une belle tendance haussière en s'étant servi tout simplement du support dynamique en trimestriel, exactement comme c'était le cas pendant la crise Covid. Soit ce support trimestriel là, il casse et on se retrouve dans une logique de range market sur une bonne dizaine d'années, exactement comme ce qu'on a vécu entre 2000 et 2013. Un gros range market avec un marché baissier, un marché haussier, un marché baissier, un marché haussier, boum, qui s'est avéré être un grand marché haussier. Donc là, pour le moment, on ne sait pas encore si on est sorti de ce grand marché haussier. On est pile poil sur la limite. Et là, actuellement, en journalier, on voit bien qu'on a un effet de contagion qui peut être lancé et que cette contagion baissière, elle peut nous amener au scénario numéro 2, à savoir on casse le support et on va chercher beaucoup plus bas et on serait dans le scénario numéro 2. Le scénario numéro 1, je vous le rappelle, scénario numéro 1, eh bien c'est tout simplement que là, le support est sauvé, qu'on dessine un double creux en mensuel, ce double creux est cassé par le haut et là, on repart sur des exigences, des attentes qui seront bien plus haussières que ce que l'on redoute là actuellement. Donc, ce qui va se passer là,
au cours des prochaines semaines. En gros, l'intensité de la baisse, on a un signal baissier qui est lancé, l'intensité de cette baisse va définir un petit peu le tempo qui va être lancé au cours des, on va dire, des 18 prochains mois. Donc vraiment, on va suivre ça de très très près au début de l'année 2023, à savoir est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on s'arrête là, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous lance dans un vrai marché baissier, un gros marché baissier qui pourrait encore s'étendre sur toute l'année 2023. Alors, je vais vous faire une analogie pour que ce soit plus parlant, ce que je suis en train de vous présenter. On va revenir sur les 2 derniers marchés baissiers. Donc, là, en gros, actuellement, on est ici ou ici. Vous allez comprendre avec cette figure en wedge. Donc un wedge, c'est un biseau descendant, c'est clairement dessiné. On est allé chercher pour la dernière fois, entre guillemets, le haut de ce wedge, exactement comme c'était le cas ici. On avait un beau wedge et là, le signal de baisse qui a été lancé ici, donc là on est en hebdomadaire, mais si on va en journalier, on voit qu'il y a un signal de baisse qui est lancé cette semaine-là. Eh bien, soit il est arrêté très rapidement sur le bas du wedge, ici, soit derrière, eh bien, ça casse et on a le vrai bear market avec les 2 grosses dernières vagues qui se mettent en place. Donc là, en gros, on est vraiment dans la même situation que en 2008 à ce niveau-là. En gros, voilà, on est sur la semaine du 1er septembre 2008 où on est sur l'avant-dernier bear market. On serait ici. Hop. Sur la semaine du 5 février 2001, à savoir, on est sur le haut du wedge, on est remonté sur le haut du wedge ici, on est en train de casser par le bas une petite figure de retournement en daily, on va aller chercher donc le support du wedge, alors je vais essayer de vous remettre ça comme ceci, on va aller chercher le support du wedge. Et là, en gros, si on casse le support du wedge, ça voudrait dire tout simplement qu'on est en train de rentrer dans un vrai flux baissier. Et à savoir, ici, on a eu un gros marché baissier avec une volatilité qui s'est énormément, qui a pris en ampleur. Donc, l'idée, c'est que si le support du wedge ici ne tient pas, on pourrait assister à un vrai marché baissier. Vous voyez, jusqu'à présent, on a juste bricolé. On a eu ce qu'on appelle un range market. Certains appellent ça un bear market, mais pour moi, un bear market, c'est vraiment des phases avec des bourses qui dévissent, avec des semaines à moins 10, moins 15, moins 20%, avec des jambes baissières qui sont extrêmement fortes. En gros, ça, c'est du bricolage. Ça, c'est du bricolage. Ça, c'est du bricolage. Le marché baissier, c'est quand on voit les indices qui font bam comme ça, des vraies séquences, des vraies vagues baissières qui sont extrêmement puissantes vers le sud. Donc là, c'est pour ça que de mon point de vue, on n'est toujours pas en bear market malgré la définition habituelle qui dit il faut au moins 20% de baisse sur un indice boursier pour qu'on puisse parler de bear market. C'est pas exactement comme ça que je conçois les choses. Pour moi, un bear market, c'est vraiment des vagues qui sont extrêmes, qui sont fortes et qui se font sous les grands niveaux de support qui délimite bull market, bear market. Donc là, vraiment, cette séquence baissière là qui va être lancée, elle va être décisive, donc affaire à suivre. Donc avant de nous quitter, je tiens juste à vous informer qu'il y aura une très belle offre de Noël qui sera faite au sein de la communauté via mes emails privés. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à mes emails privés, inscrivez-vous, le lien est en description et vous pourrez participer à ce très beau cadeau de Noël.